Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. J'espère que vous allez bien malgré la canicule. On va en parler un tout petit peu dans cette émission parce que cet épisode caniculaire que subit la France provoque de nombreux débats, notamment sur le réchauffement climatique, sur la façon de lutter contre la chaleur et pour ou contre la climatisation. Évidemment, tout cela a pris une tournure politique. Les écologistes prônent la rénovation thermique des bâtiments, mais ils ont toutefois convenu que la climatisation était parfois indispensable. Vous allez nous donner votre point de vue, non pas sur la climatisation, mais sur le fait qu'on n'invite pas assez d'astrophysiciens sur nos plateaux et un peu trop de météorologues. Vous nous expliquerez pourquoi. Cette semaine, Michel, a été marquée également par le rapport d'inspection sur les dysfonctionnements de la justice et la gendarmerie dans le cadre de la mort de la petite Liana. Le système de protection a failli, a affirmé le Premier ministre Sébastien Lecornu. On se posera la question de la notion de responsabilité. Qui est vraiment responsable aujourd'hui? On a l'impression que plus personne ne prend ses responsabilités. Et puis la fronde des magistrats aussi. Ils s'insurgent contre les sanctions prises par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Nous y reviendrons. Les députés ont approuvé cette semaine une réforme constitutionnelle visant à accorder à la Corse des pouvoirs dérogatoires. Au nom de ses spécificités, le texte doit être examiné maintenant au Sénat. Mais que pensez-vous de cette réforme? Est-ce que c'est pour vous une menace pour l'unité nationale ou c'est le début d'une régionalisation? C'est la fin du jacobinisme? On vous entendra là aussi Michel. Le Brexit, 10 ans plus tard, les Britanniques semblent regretter cette décision qui les a fait sortir de l'Union européenne. Retrouver sa souveraineté pour faire la même politique, eh bien selon vous, c'est une impasse qu'il n'est pas possible d'impliquer et d'imputer au Brexit lui-même, mais aux dirigeants politiques qui se sont succédés à une cadence effrénée en Grande-Bretagne. Le peuple iranien, grand oublié de l'accord passé entre les États-Unis et l'Iran, l'artiste iranienne Parasto Ahmadi a été condamnée à 74 coups de fouet pour avoir chanté sans voile. Vous voulez que l'on pense à ce peuple iranien. Enfin, le point philo, Michel. Aujourd'hui, vous nous recommandez un livre de François Châtelet. C'est un éloge du XXe siècle, écrasé par les vedettes de la déconstruction. Platon, il avait une façon simple et claire de penser son Platon. Voilà, ce sera notre rendez-vous philo à la fin de l'émission. Vous êtes prêts ? On commence par la chaleur qui nous accable tous, température exceptionnelle, tous les départements concernés, toute la carte de France est rouge vif. La climatisation n'est pas la seule solution, mais quand même, on voit que c'est assez inégalitaire en fonction de vos moyens, de vos revenus. Les Verts ont un tout petit peu changé de position politique là-dessus. Je vous propose juste d'écouter d'abord la ministre de la Transition écologique, qui s'appelle Madame Barbu, qui estime qu'il y a devant nous un mur d'investissement pour mettre notre pays aux normes. Écoutons-la. L'État, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Les plans nationaux d'adaptation au changement climatique qui ont été mis en œuvre, on en est à la version numéro 3, puisque les 2 premiers ont été terminés, le 3e est en cours d'application. Je rappelle que 185 mesures de ce plan ont déjà été exécutées, doit nous amener aussi à réfléchir à la question des moyens. C'est un mur d'investissement qu'il va falloir que nous acceptions de regarder collectivement. Ce mur d'investissement, il est tant pour l'État que pour les collectivités et les individus. Pour la ministre de la Transition écologique. Sur ce sujet, Michel, on parlera après des astrophysiciens, mais est-ce que vous pensez qu'on est à la hauteur, que notre pays n'est pas un peu arriéré en matière de gestion de la chaleur, alors que d'autres pays européens le font beaucoup plus facilement? D'abord, en France, tout est idéologique. Donc, vous avez les Jeux Olympiques, c'est idéologique. Le climat, c'est idéologique. Il tombe de la neige, c'est idéologique. Enfin, tout est idéologique. Donc, le mur d'investissement. On ne peut pas mieux dire, elle a dit plusieurs fois, cette dame, en si peu de temps, que l'écologie, c'est un business. C'est un business de business, c'est-à-dire pour faire de l'argent, pour faire des chantiers et récupérer de l'argent. Mais c'est aussi un business politique. Ces gens qui pèsent pas grand-chose, ils pèsent beaucoup dans une élection présidentielle où vous avez besoin de 2, de 3%, et que tout pourcent supplémentaire est bienvenu. Et on a vu comment Lionel Jospin, avec sa majorité plurielle, était obligé de dire « venez, laissez venir à moi les petits-enfants, et je vais faire quelques concessions. Vous ne pouvez pas dire « donnez-moi vos voix, et puis je ne vous donne rien ». Donc on donne des choses. Et on donne l'énergie, on donne la suppression du nucléaire, on donne l'éolien, etc., etc. Personne ne dit que par exemple, les capteurs solaires font le bonheur de la Chine et le malheur des Français. Personne ne le dit. Il n'y a pas un seul écologiste, enfin si, ça commence à se dire, moi je le dis depuis très longtemps, mais il y a maintenant, je suis injuste, il y a une littérature là-dessus,
mais peu de gens ont dit de bonne heure ce que ça représentait une semelle de béton pour une seule éolienne. La pollution, la destruction des sols, c'est-à-dire qu'on peut être contre la construction d'une autoroute, mais quand vous voyez la bétonisation que ça a supposé sur la France entière, avec la destruction que ça suppose pour les animaux, pour le sol, etc., enfin, rien n'est dit sur ce terrain-là. Donc on a fait du climat un enjeu de politique politicienne. Et le philosophe que j'essaie d'être se dit, mais le climat, ça se pense philosophiquement, et pas seulement sur le terrain de la petite politique politicienne où il s'agit de faire des appels du pied en disant, dites donc, aux prochaines présidentielles, il faudra vous souvenir de moi quand tu auras perdu au premier tour et que tu seras au second tour, enfin que je serai au second tour, il faudra que tu m'apportes tes voix, donc moi je te donnerai ceci. Évidemment, ça prend la forme de sonnante et trébuchante de secrétariat d'État, de ministère, de voitures, d'avantages divers. Et puis, souvenez-vous, jadis, on parlait du pot catalytique, plus personne ne parle du pot catalytique. Jadis, on parlait du trou dans la couche d'ozone, plus personne ne parle de la couche d'ozone. Il s'est reconstitué. Oui, c'est ça, ça se reconstitue. On nous a pourri la vie avec le trou, puis d'un seul coup, le trou, il se résorbe tout seul. Et puis un jour, on dit, ah non, c'est plus le sujet. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu idéologique à l'écologie, et moi, ça me fatigue qu'on comprenne les gens pour des imbéciles. Jadis, vous allez dans les vieilles maisons paysannes ou même en Martinique, où vous avez des températures incroyables. Les constructions étaient différentes, avec les gros murs épais en pierre. Non, pas seulement. Je vous assure que les constructions en bois en Martinique, avec simplement une espèce de petite logique de petits trous percés pour faire de la ventilation, je vous assure qu'il y a du génie, par exemple, dans le peuple antillais, dans la fabrication de choses extrêmement simples. On n'a pas besoin de savoir... Donc avec du bon sens. De la tradition. Et de la tradition. De la tradition. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Jadis, ma mère, elle habite toujours dans une maison et les murs font 1,50 m d'épaisseur. C'est une très vieille maison. Et bien donc, il fait 25 dans sa maison alors qu'il fait 40 dehors. Donc oui, il y avait des stratégies de construction jadis avec les anciens. Il y avait des matériaux, avec la terre, avec le bois, avec la paille, etc., etc. Donc il y avait, oui, des logiques de construction anciennes. Aujourd'hui, il est de bon ton, quand on est architecte, de travailler le verre. Ça, c'est formidable. Et le métal. Et le métal, c'est formidable. Ouais. Tout ça accumule les chaleurs. Et là, vous dites, il est beau, mon bâtiment. Oui, mais il est invivable. Il est juste invivable. Et vous avez des écoles invivables, vous avez des tribunaux invivables, vous avez des hôpitaux invivables. Juste, on dit, on a fait un geste, comme disent les architectes. Ils en ont fait des gestes. Simplement, jadis, l'architecte était au service de l'habitant. Il fallait faire une maison pour qu'on puisse avoir chaud l'hiver et froid l'été. Et il y avait un génie populaire qui fonctionnait comme ça. Alors aujourd'hui, on fonctionne avec de la 3D, avec de l'intelligence artificielle, avec des ordinateurs, et on fabrique des bâtiments impossibles à habiter. Donc évidemment, il y a du business, c'est le dit, la dame, là, le mur des investissements. Il y a plein de gens qui se disent, continuons à raconter cette histoire du réchauffement. Je rappelle que Emmanuel Leroy-Ladurie, qui est un historien sérieux, et pas complotiste, avait écrit un livre formidable qui s'appelait « L'histoire du climat » depuis l'an 1000. Parce qu'il avait retrouvé des archives chez les viticulteurs qui, eux, papier, crayon, mettaient tous les jours ce qui se passait en termes de météo. Lever du soleil, coucher du soleil, hygrométrie, la température, tout ça. Donc il y a des archives, on les connaît. Et lui, il nous explique que, effectivement, alors, il a eu peur sur la fin de son existence. Emmanuel Leroy-Ladurie, il a fini par faire un livre d'entretien pour dire qu'il ne voudrait surtout pas être le complice des complotistes, etc. Mais parce qu'il disait quoi? C'était quoi? Mais lui, il nous disait, mais il y a simplement des cycles de refroidissement, des cycles de réchauffement, et vous avez des cycles, par exemple, au moment de Louis XIV, un cycle de refroidissement où les gens font du patin glissent sur la Seine avec plusieurs centimètres d'épaisseur de glace. Donc c'est le mouvement des astres. Alors je ne nie pas l'implication des hommes, disons-le pour être très précis, c'est-à-dire ce qu'on appelle la part anthropique, anthropos, l'homme. Hein. Oui, il y a une part anthropique et de fait, notre comportement n'est pas terrible pour la planète. Mais on est très anthropocentré. On est très fiers de nous, même dans la détestation de nous-mêmes. On a tout fait dans le pire. Et donc, si le comportement de la planète est celui-ci, c'est de notre faute. Et c'est pas bien. Moi, je rappelle que quand même, la planète, elle est dans une configuration d'univers qui eux-mêmes sont dans des configurations de plurivers ou de multivers. Et qu'il y a des interactions qu'on ne connaît pas. Un peu de modestie, plutôt que de se battre la coulpe en permanence en disant c'est de notre faute. À l'époque, il n'y avait ni mobilette, ni avion, ni train, il y avait une démographie minimale, il n'y avait pas grand-chose, et il y avait des périodes de réchauffement de la planète. Et je rappelle que l'étymologie de canicule, ça renvoie au chien, au petit chien, et qui n'est pas le petit chien qui aboie, mais qui est le chien des constellations. Parce que les Grecs et les Romains avaient compris que
cette espèce de puissance du Soleil était en relation avec l'interaction des astres. Donc c'est pour ça que vous voulez des astrophysiciens sur notre Je voudrais sur les des astrophysiciens, pas seulement des météorologues qui sont devenus des curés de la météo aujourd'hui, parce que si vous commencez à émettre vaguement un doute, vous vous faites virer du service public quand vous êtes un présentateur météo. Et j'ai vu à la météo des jeunes filles toujours très accortes qui sont en train de nous faire des grandes théories et qui sont des théories, on sent bien que derrière, on a peur de ne pas dire les choses qu'il faudrait dire. Pensons la question du climat. Plutôt que de dire c'est de notre faute, on n'aurait pas dû et on devrait. Et alors, Madame Rousseau qui s'en vient nous expliquer qu'il faut mettre des torchons trempés sur des ventilateurs pour passer de 40 à 37. Et on se dit, mais c'est pitoyable. Dans tous les endroits du monde où il y a des températures caniculaires, pour le coup, des températures terribles, on a de la climatisation. Donc, climatisons, point à la ligne. Et climatisons dans des endroits où il y a des malades, où il y a des personnes âgées, où il y a des enfants, enfin les gens les plus fragiles. Et puis rendons possible la climatisation. Aujourd'hui, quand vous avez un vague studio dans un arrondissement de Paris, il faut absolument solliciter l'architecte des bâtiments historiques pour savoir si, même si vous êtes à 10 km à vol d'oiseau de Notre-Dame de Paris, ça ne va pas faire un trou dans le paysage parce que vous aurez une prise d'air qui fera 20 cm de diamètre. Tout est compliqué, effectivement. La France. C'est la France. Bureaucratie, administration, et puis les interdictions. En pagaille. L'interdiction, on adore interdire en France. On est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Autre grand sujet de l'actualité, Michel, les dysfonctionnements de la justice. On en a déjà parlé, mais il y a eu ce rapport de l'inspection, à la fois demandé pour la justice et la gendarmerie. Il a montré des défaillances. Le système de protection a failli, a dit le Premier ministre Sébastien Lecornu. On va se poser la question de la responsabilité. Qui est responsable, au fond, on a l'impression que personne ne l'est. Il y a la fronde des magistrats qui n'ont pas supporté que Gérald Darmanin prenne des sanctions contre un substitut du procureur. On va d'abord écouter le ministre de la Justice, qui était l'invité de notre antenne cette semaine. Il maintient qu'il a le droit de prendre des sanctions contre les magistrats du parquet. En ce qui concerne les magistrats du parquet, oui, du parquet, je parle. Puisqu'il s'agit bien de magistrats du parquet, c'est-à-dire qu'ils sont sous l'autorité hiérarchique des procureurs généraux, donc du ministre de la Justice, c'est la Constitution et la loi organique. Nous respectons l'état de droit. Oui, j'ai le droit de proposer des sanctions au CSM, il me donne un avis, et je suis ou je ne suis pas l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, donc il a pris ces sanctions et ça a provoqué une révolte des magistrats, de certains magistrats, qui proposent des manifestations, qui proposent une journée justice morte. C'est bien pour faire progresser. Voilà. Non, parce que quand même, ils travaillent, mais faire vraiment, alors qu'il y a tant d'urgence, quand on sait qu'il y a 70 000 dossiers... La justice est morte, c'est pour ça. Est morte, j'ai cru. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison. On va juste écouter la magistrate Béatrice Bourgière, qui, elle, n'est pas d'accord pour ce mouvement de fronde. Et puis, je vous passe la parole, Michel Onfray. Moi, je ne me reconnais pas dans cette démarche, puisque je n'y participe pas. Et cette démarche me surprend un peu. En tout cas, elle n'est pas dans ma façon de voir les choses, dans la mesure où je pense qu'elle n'est pas totalement adaptée à la situation aujourd'hui. Qu'on puisse réagir, c'est tout à fait normal. Ça fait partie d'ailleurs du débat public. Après, c'est la manière dont on le fait qui peut interroger. Moi, ce qui est sûr, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des milliers de magistrats qui sont à pied d'œuvre pour travailler, notamment pour rendre justice, et que ça ne représente pas nécessairement l'état d'esprit de tous les magistrats. Voilà, pour le constat, il y a ce rapport, il y a ces sanctions, et il y a la fronde des magistrats. Par quoi est-ce que vous voulez commencer, Michel ? L'état de la justice. Oui, c'est la même chose. Tout est lié, évidemment. Vous savez, moi, j'ai beaucoup cité, et je cite encore, et je citerai encore La Fontaine, XVIIe siècle. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est une façon de dire, si vous êtes puissant, si vous êtes du côté du clergé, de la noblesse, etc., eh bien, vous savez bien que les juges vont rendre un certain type de justice. Et puis, si vous êtes misérable, vous êtes un petit paysan, si vous êtes un petit travailleur, si vous êtes quelqu'un de modeste, eh bien, vous allez vous en prendre plein la figure. C'est toujours le cas. Si La Fontaine le disait, c'est qu'effectivement, il y avait toujours une idéologie derrière la justice. Oui, alors, mais elle était aussi aux ordres du pouvoir. Là, on s'aperçoit qu'elle s'est autonomisée. Et donc, désormais, elle n'obéit qu'à elle-même. Non, elle est aux ordres du pouvoir idéologique de notre civilisation. C'est-à-dire, vous savez aujourd'hui que les puissants et les misérables ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que, paradoxalement, il y a des catégories sociales, il y a des catégories ethniques, il y a des catégories culturelles qui peuvent passer pour misérables dans notre société, mais qui sont puissantes dans le logiciel idéologique français. Vous savez, c'est quand il y a eu cette harangue de Baudot, qui est une harangue que ce monsieur fait dans l'esprit de mai 68, qui est un magistrat, et il l'a fait à l'école de la magistrature en nous expliquant que la justice doit être injuste.
et qu'elle doit prendre le parti de ceci, de cela, etc. Il nous fait une liste donc de la femme, prendre le parti de la femme sur l'homme. Et si la femme a commis un crime, ça veut dire qu'il faut prendre le parti du crime. Et il dit exactement la même chose, le parti du migrant contre le blanc, du patron, de l'ouvrier contre le patron. Ça veut dire qu'on ne prend plus le parti de la justice. La justice, elle est inégalement répartie. Vous avez des gens qui font des choses bien, des gens qui font des choses pas bien, et des gens qui font des choses pas bien. Et ils ne sont pas que blancs. Ils ne sont pas que hommes, ils ne sont pas que, etc. Donc cette façon de dire « soyez injustes parce qu'aujourd'hui la justice doit être politique », c'était clairement dit. Et Béatrice Bugère, dont j'aime beaucoup le travail, dit, et elle a raison, elle me modère d'une certaine manière en disant ce qu'elle dit, c'est-à-dire en disant « il y a des gens très bien », et c'est vrai. Mais simplement, c'est toujours mon père, il suffit d'une pomme pourrie pour pourrir la totalité du copotier. Et vous avez des gens qui, l'école de la magistrature à Bordeaux, par exemple, fabrique des cerveaux de jeunes garçons et de jeunes filles qui arrivent à 20 ans et à qui déjà on a mis des doses de palestinisme, de haine du patron, de détestation du capital, etc., etc. Et à qui on dit, maintenant vous allez avoir du pouvoir, mettez ce pouvoir au service de cette idéologie. Et c'est ça le problème. Je rappelle que la justice n'est pas au service de l'idéologie, voire de l'idéologie d'État, ça reste quand même l'idéologie d'Emmanuel Macron, qui était l'idéologie des précédents. Quelques-uns ont touché, bien mal leur en a pris. Je rappelle que Nicolas Sarkozy, ayant dit ce qu'il a dit sur la question des magistrats, il a payé cher, il paye cher encore et il risque de le payer cher aujourd'hui. On ne touche pas à la justice. Mais si, je rappelle que la justice, elle émane du peuple. C'est au nom du peuple français que la justice est rendue. Et donc, il faudrait retrouver le contrat social avec le peuple. Comment ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce qu'il faut faire élire les procureurs ? Oui, moi je le pense très précisément. On doit pouvoir, plutôt que de dire, moi je rends la justice, et puis on dit, vous avez la justice, les yeux bandés, vous tenez la balance, et les plateaux de la balance sont équilibrés, etc. Mon œil, c'est-à-dire qu'on enlève le bandeau, on regarde à qui on a affaire, on dit celui-là, puissant, celui-là misérable, celui-là il est riche, allez hop, il va payer. Celui-là il a été puissant, il était président de la République, il va payer. Celui-là, etc. Et donc il faut retrouver un contrat social avec le peuple, il faut que le peuple puisse dire nous voulons ce genre de juge, point à la ligne, c'est pas compliqué. Donc oui, comme aux États-Unis, c'est très compliqué. Hein. Quand vous avez lu de la démocratie en Amérique, vous voyez que c'est une machine très complexe, la démocratie américaine. Et encore aujourd'hui, et encore, c'est un État fédéral dans lequel, dans tel État, ou dans tel autre État, ou dans tel État, vous n'avez pas forcément le même fonctionnement. Mais notre République nous dit que c'est le peuple qui est souverain. Ça devrait l'être. Et le peuple souverain devrait l'être en matière de justice. Et on sait bien, quand on interroge le peuple sur ces questions-là, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Alors il y a les extrémistes qui disent revenons à la peine de mort, et puis d'autres qui disent mais si nous en revenions simplement à une justice juste. Aujourd'hui, c'est même plus un pléonasme, parce qu'il y a une justice injuste. Et je pense que si on pouvait effectivement faire de telle sorte que l'école de la magistrature ne produise pas que ces individus formatés qui eux-mêmes, de bonne foi, moi, je me souviens qui j'étais quand j'avais 25 ou 30 ans. On est quand même perméable aux bêtises de l'époque, aux bêtises du moment, aux bêtises des enseignants, aux bêtises du milieu, aux bêtises, etc., etc. Et il faut un certain temps pour devenir un homme libre, enfin une personne libre. Et j'en veux pas à ces gamins qui sortent de l'école de magistrature et qui ont une vision des choses. Puis un jour, on leur amène 10 dossiers, ils ne peuvent en traiter que 2, et la machine s'emballe pour eux. Alors après, j'entends ce que dit la gauche en disant que nous manquons d'un personnel qui puisse faire correctement le travail, les greffiers, enfin plein de gens, j'entends ça. Et j'entends, notamment sur les plateaux de CNews, et qu'effectivement la France ne s'illustre pas dans la meilleure des hypothèses sur le nombre de magistrats que nous avons. Nous avons trop peu, c'est pas terrible. Trop peu. Et il y a la question de la responsabilité aussi. On a l'impression que plus personne n'est responsable. Ah oui. Ça a un sens, le mot responsabilité. Oui, ça... Et là, donc les magistrats ne sont pas responsables, les politiques sont évidemment pas responsables. Oui. Limite, les coupables ne sont pas responsables, ce sont les victimes qui sont les responsables. Oui, mais c'est là qu'il faut prendre les choses d'un peu plus haut en se disant que dans les 1000 ans, 1500 ans, enfin ou disons 2 millénaires pour aller vite, mais un millénaire et demi, il y a eu une idéologie d'État qui était issue du christianisme. Nous avons le choix, Dieu nous a créés libres et nous avions la possibilité de goûter ou de ne pas goûter du fruit de l'arbre de la connaissance. Ève a dit vas-y, parce que le serpent lui avait dit, Ève et Adam ont commis le péché originel, et il y avait effectivement cette faute. Nous sommes libres, nous avons le choix, nous sommes coupables, nous sommes responsables, donc on est susceptible d'être puni ou on est susceptible d'être récompensé. Susceptible d'être puni, l'enfer, susceptible d'être récompensé, le paradis. S'il y a un truc entre deux, il y a le purgatoire, peut-être qu'on peut encore prier pour faire de telle sorte que ça bascule, etc. On a fonctionné très longtemps là-dessus. Jusqu'à ce qu'on appelle le déisme en philosophie, c'est-à-dire les gens qui nous disent oui, Dieu existe, mais il ne s'occupe pas du tout de ces choses-là. Et puis après, avec Rousseau, Jean-Jacques, on a commencé cette idéologie de la faute à l'autre, la faute de l'autre, c'est toujours l'autre. Et puis on a deux personnages terribles qui sont Freud et Marx.
Freud nous dit, il n'y a pas de liberté, il n'y a qu'un inconscient, donc on n'est pas coupable. Si vous êtes pédophile, c'est que finalement, il y a papa, maman, l'enfance, la libido, tout ça, vous êtes devenu... Donc vous n'avez pas le choix, vous êtes déterminé. Il y a un déterminisme libidinal, il y a un déterminisme de l'inconscient. Et puis Marx, qui de son côté dit, mais il y a un déterminisme économique. Et donc, si vous êtes prolétaire, si vous êtes bourgeois, c'est pas exactement la même chose. Et le prolétaire est déterminé à être ce qu'il est, le bourgeois est déterminé à être ce qu'il est. Et puis vous avez, en mai 68, un freudo-marxisme. Alors là, pour le coup, on ajoute et Freud et Marx. Et on dit, ah mais il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'indépendance, tout est déterminé, tout est politique. On entend ça avec Manon Aubry qui nous dit, bah, tout est politique, la fête de la musique est politique. Et avec Marx, on nous dit, tout est politique, mai 68, tout est politique. Et là, on nous dit, pas de responsabilité, ou alors, si vous cherchez une responsabilité, c'est la société. La société est coupable. Donc, les gens qui font fonctionner... Et plus personne n'est responsable. Et plus personne n'est responsable. Voilà. Et surtout pas le coupable. C'est-à-dire celui qui arrive et qui dit, et à qui on dit, bah, il a violé les petites filles, ce type-là, comment s'appelle-t-il ? J'oublie son nom et son prénom. Enfin, Jérôme Barella. Oui, voilà. Qui est suspecté dans l'affaire Liana. Voilà, les États-Unis savaient que c'était un pédophile. Moi, je dis pas pédocriminel, c'est une façon, je vous l'ai dit déjà l'autre jour, c'est une façon de dire que pédophile, ça passe, pédocriminel, c'est pas bien. Non, un pédophile est un pédocriminel. Et donc, les États-Unis, eux, savent. Nous, on ne sait pas. Et les États-Unis, sachant, ils nous le disent. Et nous n'en faisons rien. C'est pour ça, quand j'entends parler de dysfonctionnement, je dis il n'y a pas de dysfonctionnement. C'est le fonctionnement de la justice. On est effectivement très tolérant pour la pédophilie. Et on le sait parce que nombre d'intellectuels sont passés au travers des mailles du filet. Il y en a encore aujourd'hui, ils existent, ils ont pignon sur rue. C'est pas mon boulot de donner leur nom. Mais je vous assure que si les gens mettaient un peu leur nez dans ce qui s'est dit dans les années 70, il y en a aujourd'hui qui ont presque 80 ans, je vous assure qu'ils sont bardés de diplômes, de décorations, etc. Personne n'estime qu'on aura des comptes à leur demander. Matzneff, par exemple, c'est pas lui qui a des diplômes, etc. Mais il est toujours dans les cocktails mondains. Il a écrit un livre qui s'appelait « Les moins de 16 ans » pour expliquer, effectivement, il n'y a aucun problème. Donc, non, il n'y a pas de dysfonctionnement de la justice. Il y a un fonctionnement politique de la justice. Et Marx disait qu'il y avait des infrastructures économiques qui produisaient les superstructures idéologiques. L'infrastructure économique, c'est le mode de production, le capital, le capitalisme. Et la superstructure idéologique, c'est la pensée. L'art, la musique, la réflexion, la philosophie, la justice, etc., etc. Et donc, si l'infrastructure conditionne la superstructure, changeons de société, plus de capitalisme, et on n'aura plus de violeurs, on n'aura plus de pédophiles, etc. C'est une pensée extrêmement simple, extrêmement courte, et pourtant, elle fait la loi à l'école de la magistrature, pas chez tous les magistrats, merci Béatrice Brugère, mais c'est une espèce de... C'est ce que Jean-Pierre Le Goff a appelé un gauchisme culturel, qui est l'idéologie d'État. Écoutez, on va faire une petite pause, Michel Onfray. C'était passionnant cette partie sur la justice. On va se retrouver dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On évoquera la question de la liberté d'expression, très importante, pilier de notre démocratie. Le Brexit aussi. Et puis notre point philo, eh bien, on va redécouvrir un Platon, mais à la lumière d'un auteur qui s'appelle François Châtelet. À tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, la liberté d'expression, on va l'évoquer. Maxime Saada, le patron de Canal+, notre patron donc, dénonce dans une tribune publiée cette semaine dans le Figaro une décision rendue par l'Arcom, qui est l'autorité de régulation des médias. L'Arcom qui s'inquiète d'un soi-disant manque de pluralisme sur nos antennes et qui émet une mise en demeure contre la chaîne CNews, notamment, écoutez bien, parce qu'il s'y émet des critiques répétées de l'action de l'exécutif. Ainsi donc, une autorité dite indépendante range la critique du pouvoir au rang des manquements. Est-ce que c'est normal pour vous, Michel Onfray ? Dans un régime dictatorial, oui. Dans un régime dictatorial, il y a une télévision d'État, il y a des médias d'État, et on estime que toute critique du pouvoir d'État mérite une punition. Alors jadis, c'était le goulag, ça a pu être aussi l'exécution d'une balle dans la tête, ça c'était les régimes franchement totalitaires. Et puis aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire travailler des hackers d'État, je dirais, des gens qui sur le net vous pourrissent la vie en disant que vous êtes un fasciste, que vous êtes un nazi, que vous êtes d'extrême droite, etc., etc. Et donc ça fonctionne aujourd'hui comme ça, mais là pour le coup, on ne fait pas mieux en matière de télévision d'État, de télévision autocratique. On dit que vous n'avez pas le droit de critiquer le pouvoir. Alors peut-être que dans ces cas-là, on va fermer aussi le Canard enchaîné, puis Charlie Hebdo. Moi, je trouverais ça tout à fait normal qu'on puisse, dans la lignée, quand je dis... Ou d'autres antennes aussi. Oui, dans la lignée de ces gens-là, de dire, mais on ne touche pas au chef de l'État. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Même le général de Gaulle acceptait qu'on puisse le caricaturer dans le Canard enchaîné, et ça s'appelle la liberté d'expression. Moi, je pense que les Américains sont excellents sur ce sujet-là. Ils nous disent liberté totale, y compris dans le pire. Par exemple, une loi Guesso ne serait pas possible aux États-Unis parce qu'ils estiment que c'est la liberté, point à la ligne, et que soit il y a la liberté, soit il n'y a pas la liberté. Donc quand vous commencez à dire oui, on a le droit de dire tout, sauf
pas ceci, pas cela, etc. Et vous voyez comment on juridicise. C'est-à-dire comment aujourd'hui, il y a plein de choses que vous ne pouvez plus dire sur un certain nombre de sujets. Vous vous retrouvez au tribunal simplement parce qu'il y a ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Si vous voulez faire votre travail de philosophe, ça devient difficile. C'est vrai. Vous dites, mon problème, c'est la vérité, moi. C'est pas de savoir si elle est de droite ou si elle est de gauche. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est juste ou c'est pas juste? Peut-on le dire ou etc. Et là, on dit, ah, mais pas du tout. Il faut dire que, en gros, Emmanuel Macron est formidable, que tout ce qu'il fait est formidable, que son gouvernement est formidable. Si on ne le fait pas, c'est qu'on est fasciste. Si on est fasciste, il faut fermer cette chaîne. D'abord des procès. C'est ce que dit Maxime Sana. Il dit il y a la mise en demeure, il y aura sans doute des sanctions financières. Et le but, c'est la fermeture de la chaîne CNews, comme ça a été le fait pour C8. Mais il a raison. C'est-à-dire que le problème, ça n'est même pas le futur, c'est déjà le passé. Ça a déjà été fermé, C8. Et je rappelle qu'ils ont fait de même avec Russia Today et puis Sputnik, qui étaient 2 radios, oui, franchement russes, pro-russes, oui, et alors? Les gens sont assez intelligents pour regarder une émission de télévision et se faire un avis, se faire un jugement. Se dire, ils exagèrent, c'est pas vrai, c'est faux, c'est pas, etc. Je rappelle qu'Al Jazeera est toujours disponible et qu'on peut, moi j'ai ma télécommande et je peux accéder à Al Jazeera. Et personne n'estime que des chaînes sur lesquelles on fait l'éloge du Hezbollah, du Hamas, etc., ça devrait être fermé. Et je ne suis pas pour le fait qu'on ferme cette chaîne-là. Pas plus que je n'étais pour le fait qu'on ferme Russia Today, pas plus que je n'étais pour C8. Laissez faire les gens. Je veux dire, d'abord, cette chaîne, elle appartient à un homme privé. Et c'est que de l'argent privé, donc ça ne coûte rien aux contribuables. Et avec de l'argent privé, il fait fonctionner une chaîne privée qui a effectivement des options. Mais je veux dire, il y a des options. Et qui respecte, alors je tiens à le dire, à la seconde près, l'équilibre des temps de parole. À la seconde près. Ce qui n'est pas le cas du service public, où moi je le rappelle, interdiction depuis 10 ans. Et puis parfois, on fait même de telle sorte qu'on me consacre une émission pour me vomir dessus pendant 1 heure sur le service public et sans que j'ai la possibilité moi-même de pouvoir dire quoi que ce soit sur ce sujet. Là, je parle des temps de parole politiques, en fait. Chaque chaîne est obligée de respecter à la seconde près les équilibres entre la gauche, la droite, le gouvernement, l'exécutif. Ça, c'est prendre les gens pour des imbéciles. C'est pas parce que Jordan Bardella aura parlé 4 secondes de plus que Jean-Luc Mélenchon qu'une élection va se faire. C'est prendre les gens pour des imbéciles. Et moi, j'ai confiance dans le bon sens populaire. Les gens, ils écoutent, ils regardent, ils jugent. Si on ferme une chaîne, qu'est-ce que regardez C8, il n'y a pas eu de manifestation. Bien sûr, mais de toute façon, dès que vous n'êtes pas d'accord dans un régime totalitaire, vous sortez dans la rue pour le dire, on vous arrache un œil, on vous arrache une main. Vous avez bien vu que quand les gilets jaunes sont descendus dans la rue, eux, il n'y avait aucun problème pour leur arracher l'œil et la main. Ça a été exactement la même chose avec les paysans, ça a été exactement la même chose avec les marins-pêcheurs. C'est pas la même chose quand il y a les racailles de la victoire du PSG. Là, PSG, oui, c'est ça. PSG, oui. Et là, il y a des gens, selon que vous serez puissants ou misérables. Souvenez-vous, on avait démarré là-dessus. Donc les paysans, les pêcheurs, les gilets jaunes, etc., ceux-là, on peut leur en mettre plein la figure. Mais en revanche, les autres, au contraire, allez-y, détruisez, ça s'appelle une fête. Ce que dit effectivement et tout s'est bien passé. Tout s'est globalement bien passé. Oui, voilà. C'est l'écriture post-violence après la victoire du PSG. Ça, c'est la décision de l'Arcom, mais il ne faut pas oublier qu'elle procède d'une décision du Conseil d'État. L'origine de cette mise en demeure, c'est le Conseil d'État. Donc là aussi, il y a un sujet. Oui. Il y a tellement de sujets que moi je pense qu'il y a un tas de choses à détruire aujourd'hui qui sont des choses qui sont installées pour contrôler le pouvoir du peuple. C'est-à-dire vous avez un pouvoir du peuple, ça fait des années de toute façon que la totalité des chefs de l'État, depuis Maastricht, font de telle sorte que le pouvoir du peuple soit mis à la poubelle. Et au fur et à mesure, on a dit, le pouvoir du peuple n'est pas au Sénat, le pouvoir du peuple n'est pas à l'Assemblée nationale, le pouvoir du peuple n'est pas dans les élections présidentielles, le pouvoir du peuple n'est pas dans les élections législatives, le pouvoir du peuple n'est pas dans quelque élection que ce soit. Le pouvoir du peuple, il est dans des endroits où les chefs maastrichtiens, une fois c'est la gauche, une fois c'est la droite, ont nommé machin bidule un tel. Vous avez des Juppé, vous avez des Fabius, c'est même plus lequel est de droite, lequel est de gauche, qui sont là et qui disent le peuple n'est pas très intelligent. Le peuple se trompe beaucoup. Le peuple erre. Et puis on a toujours cet argument c'est d'ailleurs le peuple qui a mis Adolf Hitler au pouvoir. Ça c'est le truc qu'on entend permanemment, ce qui est faux. Je rappelle que ce sont les partis qui ont mis Adolf Hitler au pouvoir parce qu'ils n'ont pas été capables de s'entendre. Et que Hindenburg a nommé quelqu'un en fonction des enjeux des jeux de parti et pas du tout le peuple. Laissez le peuple tranquille. Laissez le peuple tranquille. Laissez-le choisir, décider et vouloir. S'il veut regarder CNews, il regarde. S'il ne veut pas, il ne regarde pas. Et si ces gens ne veulent pas regarder CNews, ils n'ont qu'à regarder les chaînes publiques et c'est avec l'argent de l'État. Moi, je trouve absolument immoral qu'on puisse faire la leçon à des gens qui disent « nous avons de l'argent, nous créons une chaîne et nous avons un média libre ». Et puis en face, on dise, alors que c'est une entreprise privée, alors qu'en face, on a de l'argent public. Que France Inter devienne totalement privée et qu'ils puissent continuer à vomir sur les mêmes et à encenser les mêmes, il n'y aurait aucun problème. Mais moi, je le dis, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Théorie de la dictature » pour montrer comment
ce que Orwell a annoncé était déjà réalisé, et pas seulement dans la presse, dans les médias. C'est la même chose à l'université. On a aujourd'hui M. Boucheron, espèce de piti de la gauche qui est professeur au Collège de France et qui, semble-t-il, l'autre jour sur France Inter, n'a pas voulu du tout qualifier la question de la résurgence de l'antisémitisme. Absolument. Quand on a aujourd'hui de l'antisémitisme, il est bien sûr de Marine Le Pen, puisque son arrière-grand-père était Waffen-SS. Mais voilà, l'affaire Marc Bloch dont nous allons parler, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on nous dit, mais pas de Marine Le Pen à cette panthéonisation. En revanche, monsieur Mélenchon, il le peut, lui. Parce qu'effectivement... Il y avait des élus LFI qui ont été pris en photo avec la petite fille de Marcel. Mélenchon himself, il était là. Donc, on se dit, là, il n'y a aucun problème avec l'antisémitisme quand l'antisémitisme est porté par des gens de gauche. Il y a d'ailleurs eu, je crois, dans Le Monde, un article signé par 2 personnes dont j'ai hélas oublié le nom, mais qui nous faisait savoir qu'il y avait un bon antisémitisme, celui qui était de gauche, et un mauvais antisémitisme qui était celui qui était de droite. Si vous ne pouvez pas sur un plateau comme ceux de CNews, car on peut dire ces choses-là ici, et pas ailleurs, et bien, si on ne le dit pas, l'antisémitisme peut continuer, il n'y a aucun problème. Il y aura des pogroms, il y aura effectivement on pourra laisser Mélenchon continuer à avoir du CRIF partout, avoir des juifs partout, et sans que ce monsieur aille au tribunal, et sans que ce monsieur, on lui cherche quelques noises que ce soit, je ne sache pas qu'il soit retrouvé dans un tribunal pour avoir tenu des propos en permanence prétendument antisionistes, donc pas antisémites. Et on a bien compris que c'était le cache-sexe aujourd'hui, l'antisionisme et le cache-sexe. L'étrange défaite de Marc Bloch. Oui. Nous y sommes. Nous y sommes. Oui. Nous y sommes exactement. Michel Onfray, on va évoquer le Brexit. Vous vouliez parler des 10 ans du Brexit. 10 ans plus tard, il semblerait que les Britanniques regrettent ce choix de sortir de l'Union européenne. En même temps, vous nous dites, oui, mais ok, mais c'est la politique qu'on mène en réalité, Brexit ou pas Brexit. Et là, on continue sur la même politique en réalité ? Non, puis qui le dit ? C'est Libération qui dit ça. Moi, j'ai lu un papier, là encore, j'aurais dû, hélas, honorer ce monsieur, parce que j'ai lu un papier dans le Figaro qui était très bien. Et ce monsieur disait, mais c'est pas la catastrophe qu'on nous annonce. Et il donnait des chiffres, moi j'ai pas la mémoire des chiffres, mais il disait, mais économiquement, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela, etc. Moi je dis depuis très longtemps que, évidemment, il y a tous les anti-souverainistes qui estiment que pouvoir faire la politique du peuple, ça, c'est être fasciste. Quand on a créé Front Populaire, on était fasciste parce que justement, on en appelait au souverainisme. Tous ces gens qui disent, écartons le peuple, évitons le peuple et fabriquons des conseils d'État, des conseils de ceci, des conseils de cela, qui vont décider à la place du peuple. Donc on n'est plus dans une démocratie, au sens étymologique. Démos, le peuple, kratein, le pouvoir du peuple. Res publica, la chose publique. Nous ne sommes plus en démocratie, nous ne sommes plus en république. On est dans une espèce de régime illibéral, d'aristocratie. Donc je pense qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir mettre des gens dans la rue sur une question comme celle-ci, en disant « mais vos libertés sont tellement en péril que ça suffit ». Alors les gens se disent « bon, on va voter contre ». Et puis tout est fait pour que de toute façon, leur vote contre aille à la poubelle. Je rappelle que quand Hollande était au pouvoir et que Emmanuel Valls était son Premier ministre, ils avaient travaillé à l'hypothèse d'une élection de Marine Le Pen pour la rendre impossible, pour la rendre illégale. C'est quand un chef de l'État et son Premier ministre disent si elle arrive au pouvoir avec le peuple qui porte légalement cette femme au pouvoir, il faudra qu'on fasse de telle sorte que ce résultat d'élection ne soit pas validé. Ils sont toujours sur ce logiciel-là. Donc évidemment, il faut détruire des télévisions qui ne font pas leur jeu. Leur jeu consiste à dire tout se passe bien. Il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de misère, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de problème avec l'immigration. Tout ça est inventé. C'est le fameux sentiment d'insécurité. Là, avec CNews, on dit c'est pas un sentiment, c'est une réalité. C'est la réalité de l'insécurité, c'est pas le sentiment d'insécurité. Ces gens ne veulent pas du réel, ils savent que le réel vote contre eux. On est donc face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, la Corse, les députés ont approuvé cette semaine une réforme constitutionnelle qui vise à accorder à l'île des pouvoirs dérogatoires au nom de ses spécificités. Le texte doit aller devant le Sénat. Et vous voulez nous parler évidemment de ça, de ce statut d'autonomie partielle, et aussi de l'attitude et du Rassemblement national et de la France insoumise sur ce sujet. On va juste écouter un court extrait de ce que disait Marine Le Pen il y a quelques semaines sur ça, et puis vous nous expliquerez votre point de vue. Le mot autonomie ne nous fait pas peur. Il correspond non seulement à une demande démocratique, mais aussi à la nécessité technique et politique de prendre en compte la singularité insulaire, les problèmes spécifiques, mais aussi l'âme corse que des siècles d'histoire, l'attachement à la terre, des valeurs et une identité propre ont façonné. Si l'autonomie, c'est au nom d'un nationalisme tiers-mondiste des années 70, le sésame pour ouvrir la Corse à la submersion extra-européenne, c'est non. Si c'est pour abandonner nos compatriotes corses à des logiques féodales ou mafieuses, c'est non.
Si c'est un cadeau d'adieu d'un régime aux abois à la division antinationale, ce sera encore non. Alors Michel, on vient d'entendre Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous pensez de ce statut d'autonomie et puis de l'attitude de Marine Le Pen et de la France Insoumise? D'abord, une première chose sur Marine Le Pen. Tous ces gens qui nous disent Marine Le Pen c'est son père et son père c'est la Waffen-SS, je rappelle que son père était très jacobin, très opposé à l'autonomie de la Corse. Et qu'elle, sur ce sujet, comme sur la question des Juifs, comme sur la question des homosexuels, comme sur la question... C'est pas du tout le même logiciel. Ça, c'est donc la première chose. Et on découvre, deuxième chose, une Marine Le Pen qui est très girondine. Et moi, je suis girondin. Donc, si c'est porté par elle, c'est très bien. Si c'est porté par Mélenchon, c'est bien aussi. Et si c'est porté par d'autres, c'est très bien aussi. Je trouve simplement que chez Macron, c'est toujours... il y a toujours une arrière-pensée de politique politicienne. C'est il me reste 10 mois, il faut que je laisse une trace dans l'histoire et j'utilise cette chose-là. Tant mieux pour les Corses, mais tant pis pour les autres. Et moi, j'aurais aimé qu'on puisse faire l'occasion d'un vrai... Alors, ça peut être aussi un vrai programme de chef de l'État. Il reste 10 mois à ces gens-là, les uns les autres, pour peaufiner en disant « passons à ce que le général de Gaulle voulait, c'est-à-dire une vraie régionalisation ». Et cette véritable régionalisation, elle suppose qu'on retourne à la Révolution française. C'est-à-dire que quand les Jacobins disent « le pouvoir, c'est Paris et c'est nous », et nous, c'est-à-dire un comité avec 10 personnes, comme ça se passe actuellement en France déjà, avec des petits comités qui font la politique française, et eux disaient... Élément de langage contre les Girondins. Les Girondins disaient, il y avait 83 départements à l'époque, ils disaient Paris doit peser 1/83e de la représentation nationale. Formidable. Et donc, je suis toujours girondin en disant, mais faisons de telle sorte que les régions, toutes les provinces, parce qu'il n'y a pas que l'âme corse, il n'y a pas que le peuple corse, il n'y a pas que, etc. Oui, d'accord. Mais il y en a plein d'autres, des âmes régionales. Il y a des âmes bretonnes, il y a des âmes alsaciennes, des âmes savoyardes, des normandes, occitanes et quelques autres. Et il y avait la possibilité d'aller contre Robespierre qui nous disait tous ceux qui sont pour les régions sont contre la nation. C'est pas vrai. C'est une autre modalité de la nation. La nation jacobine, c'en est une. C'est le pouvoir d'un seul à Paris pour tout le monde, quel que soit le tout le monde. C'est la Nouvelle-Calédonie, la Martinique, la banlieue de Paris ou le fin fond d'un village de Creuse. Et il y avait là matière à faire vraiment une colonne vertébrale pour refaire un contrat social avec les Français. Mais comme de toute façon, on est tellement jacobin que c'est Maastricht qui dirige, que c'est Madame Ursula von der Leyen qui fait la loi en France. Donc laissez croire aux Corses qu'ils vont décider. Non, on leur laisse 2 ou 3 miettes, parce que, etc. Mais c'est toujours l'Europe qui va faire la loi. Michel, vous vouliez aussi ne pas terminer cette émission sans parler du peuple iranien qui continue à souffrir malgré un accord fragile entre les États-Unis et l'Iran. Vous avez noté le fait qu'une artiste iranienne qui s'appelle Parasto Hamadi a été condamnée à 74 coups de fouet pour avoir chanté sans voix. C'est-à-dire que la répression du peuple iranien se poursuit et le régime est toujours en place. Oui. Ça ne gêne pas Mélenchon, les mélenchonistes, les mélenchoniens. Je ne sache pas que lors de leur fête de la musique, il y ait eu une minute de silence pour cette femme. C'était l'occasion de célébrer effectivement la cause des femmes, la cause de la liberté et la cause du peuple iranien. Mais il n'y a plus personne dans cette gauche-là. C'est pourquoi je souhaitais qu'on parle de cette femme qui a eu un courage extraordinaire. Ils ont un courage extraordinaire, les Iraniens. Le peuple iranien. Nous, on descend dans la rue, on craint rien du tout. Quand on nous dit cette manifestation est interdite, les gens descendent, il ne se passe rien du tout. Vous allez avoir une amende, et si l'amende vous ne la payez pas, ça se passera sans problème. Alors, regardez ce qui se passe avec les rêves parties ou ce genre de choses. Là, les Iraniens, quand ils descendent dans la rue, ils savent que le soir, ils peuvent ne pas rentrer chez eux. Et qui peuvent, dans l'heure qui suit, être dans un linceul, dans un cercueil. Et je trouve que mérite la haute cour, l'équivalent d'une haute cour, Trump, quand il a dit « Tenez bon, nous arrivons », le peuple iranien a dû se dire « Quel bonheur, nous allons recouvrer la liberté perdue depuis tant d'années ». Et après, il dit « Bon, j'arrive », et puis il continue à entretenir, et puis après, il dit « J'ai rien à faire de tout ça. Moi, je fais du business avec ma famille, et si je peux faire du business avec l'Iran, il n'y aura aucun problème, et si le peuple iranien doit mourir, doit périr, il périra. » Je trouve ça terrible. Il a fait exactement la même chose avec le peuple israélien. Cette façon de dire « Bon, maintenant... c'est plus votre problème, c'est le mien. Et le mien, c'est de faire du business. » Je rappelle quand même que quand les gens cherchent un fil d'Ariane dans le labyrinthe, qui est le cerveau de M. Trump, on trouve les intérêts personnels. On trouve le lucre, le goût de l'argent, la passion pour l'argent, pour avoir, pour accumuler, avec une espèce de fantasme de toute puissance, des arcs de triomphe, des choses comme ça. Allez, hommage à cette artiste iranienne. Oui. Le Point Philo Michel, un livre de François Châtelet. Et c'est un philosophe du XXe siècle, c'est que ça, et qui parle de Platon dans cette édition au Folio Essai. Racontez-nous un petit peu ce que dit ce livre. D'abord, qui est François Châtelet, parce qu'il est oublié. C'est-à-dire il y a des espèces de monstres là, qui sont Deleuze, qui sont Foucault, qui sont Guattari, Barthes, etc., tous les philosophes du structuralisme. Et puis il y a ce monsieur Modeste, il est né en 1925 et il est mort en 85, donc 60 ans. Il n'a pas eu le temps de faire vraiment son œuvre.
Et moi, je l'ai découvert comme un coup de foudre chez Bernard Pivot dans une émission où il présentait Chronique des années perdues, et qui était un genre de journal. Il avait ses demi-lunes, il était chauve, mais les cheveux blancs, très joli, très bel homme, et qui était marié avec Noël Châtelet, une philosophe extrêmement intéressante aussi, qui avait écrit un très beau livre qui s'appelle Corps à corps culinaire, qui était la sœur, enfin, je dis était parce qu'il est décédé, mais la sœur de Lionel Jospin. Et il a fait, François Châtelet, des petits livres d'intervention pour expliquer qui était Platon, qui était Hegel, par exemple. Et moi, je l'enseignais toujours à mes élèves en disant « lisez ça parce que c'est compliqué, Platon, d'aller directement au texte ». Et lui a une synthèse de professeur formidable, pas de verbiage, pas de jargon, rien de tout ça, y compris avec Hegel, qui est un philosophe pas facile à lire. Et il faisait des livres d'initiation, et en même temps, il réussissait à philosopher avec l'histoire de la philosophie. C'est ça qui est extrêmement intéressant. L'histoire de la philo, c'est bien de dire machin a dit que, bidule a dit que, il y a ça dans la critique de la raison pure. Bon, très bien. Mais l'intérêt, c'est de dire qu'est-ce que ça peut produire comme effet dans votre propre quotidien. Platon, la question du désir, la question des idées, la question du pouvoir, la question de la sagesse. Et il raconte tout ça très bien. Et je trouve que, bon, d'abord, il a été fauché, évidemment, beaucoup trop tôt, mais qu'il y a chez lui un philosophe à redécouvrir. Et pour les gens qui ne savent pas comment rentrer dans la forteresse Platon ou dans la forteresse Hegel, il y a ces deux petits livres. Et puis un très beau petit livre aussi qui s'appelle La philosophie des professeurs, et moi qui étais évidemment emballé quand j'étais jeune prof, où il expliquait que le prof de philo, il est pris dans les textes administratifs, et en gros, il faut qu'il reproduise une espèce d'idéologie d'État. Et que, évidemment, enseigner Platon, c'est pas exactement la même chose qu'enseigner Diogène de Sinope, philosophe cynique. Enseigner Descartes, par exemple, c'est pas enseigner Gassendi, qui est un curé matérialiste, épicurien, etc. Et que choisir un philosophe pour l'enseigner, c'est dire beaucoup de choses. Et tout ce travail, il le faisait modestement, discrètement, gentiment, avec un vocabulaire très, très, très choisi, très lisible, très pédagogue. Et on souffre de ces vedettes qui ont été, je vous disais tout à l'heure, les philosophes de la déconstruction. Il y avait chez lui une pensée critique, très lisible, avec un vrai goût des gens simples et des gens modestes. Et on oublie un peu ça, effectivement, ces gens simples et ces gens modestes, au profit des superstars de la philosophie, en réalité, Michel. Oui, et je pense que des livres comme Mille plateaux ou L'Anti-Édipe de Deleuze et Guattari sont des livres que, d'ailleurs, peu de gens ont lus, parce qu'ils étaient difficiles à comprendre, et qu'aujourd'hui, encore moins de gens lisent, alors que la pensée modeste et claire et lumineuse de François Châtelet mériterait d'être remise au goût du jour en disant « lisez cet homme et voyez tout ce qu'il a pu dire, parce que on peut conseiller ça à n'importe qui. » Et pour moi, c'est une qualité que de dire « vous n'êtes pas obligé de faire le singe en répétant 10 mots que personne ne comprend pour laisser croire que vous êtes philosophe, sujet, verbe, complément, etc. Sujet, verbe, complément, un paragraphe. » Vous aimez bien quand c'est des sujets vers complément. Hein. On a le devoir. L'écriture synthétique. On n'a pas le droit d'emmerder son lecteur, disait mon vieux maître Gerfagnon. Donc il faut enlever toutes les scories dans le texte. C'était son mot. C'était pas les scories, mais c'est juste de dire arrêtez de faire le malin. Oui. C'est une leçon de mon père. C'est si on dit un truc incompréhensible, il jouait pas le truc en disant oui, je suis impressionné. Il dit c'est pas clair ce que tu dis. C'est ça. Bah, dans ces cas-là, vous vous débrouillez pour être clair. Et donc la clarté n'est pas quelque chose. Enfin, on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux dire, la clarté française dans la philosophie, ça a été longtemps la ligne directrice. Chez Montaigne, chez Descartes, ils sont tous lisibles. 18e siècle, tous lisibles. Vous pouvez lire Diderot, Voltaire, d'Alembert. Ils sont tous très clairs. Et ça se complique après. Ça se complique en 1943 avec la passion. D'ailleurs, j'en parle dans le dernier numéro de Front Populaire, mais la passion qu'ont les Français pour l'Allemagne. Et la passion qu'a un certain Jean-Paul Sartre pour Heidegger, qui était nazi, et cette espèce de langue allemande totalement incompréhensible, sauf pour les Allemands. C'est-à-dire, si vous faites une traduction, parfois vous avez une langue agglutinative, vous avez 3 mots dans un même mot allemand, et nous, pour traduire ça, on a des êtres là, avec des traits d'union entre eux. Là, vous pouvez faire le malin, et puis il n'y a aucun problème. Bergson écrivait très bien. Et la parenthèse, c'est même pas qu'elle est fermée, c'est-à-dire elle est évitée par François Châtelet, qui, lui, a porté haut la clarté de la philosophie française et de la langue française en philosophie. Donc ce qui se pense clairement s'énonce clairement. C'est quoi la formule, Michel ? Ce qu'on soit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est dans l'art poétique de Boileau. Magnifique. Merci beaucoup. C'était passionnant de nous entendre sur cette émission, Michel Onfray. Bonne journée à vous sur CNews et Europe 1.